Audio Jungle. 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite rubrique spéciale municipale. Et il va y avoir 4 candidats. Premier candidat pour la liste municipale, Olaf Rogvam. Et pour la liste Rassemblement National. En second, Clotilde Ollier. Pour la liste de la Convergence de gauche. En troisième, Benjamin Clouet. Pour la liste Nous sommes. En quatrième, Baptiste Saint-Jean. Pour la liste de n'importe qui de Rémi Gaillard. Nous verrons ensuite un clip qui a été réalisé par l'atelier théâtre. Et ensuite, nous aurons voté concrètement. Premier candidat, Olaf Rogvam. Pour la liste Rassemblement National. Prénom. Alors, on va commencer par mon prénom, c'est Olaf. Ouais. Et mon nom, c'est Rogvam. Et votre métier? Alors actuellement, je suis courtier, c'est-à-dire que c'est un métier qui m'amène à rencontrer des entreprises et des particuliers pour leur proposer des services. Côté candidat, donc je suis tête de liste pour le Rassemblement national pour les élections municipales. D'accord. Et votre projet d'avenir? Alors, mon projet d'avenir, c'est bien évidemment réussir ces élections municipales. Réussir ces élections municipales pour le Rassemblement national, c'est quoi? C'est l'espérance de faire à peu près sur Montpellier 15% des voix. Et 15% des voix, ça représente à peu près entre 10 et 12 000 voix. D'accord. Voilà. Une fois que l'élection est faite, le maire, la personne qui arrivera en tête des élections, Ouais. sera élu par le conseil municipal. Il y a une tête de liste sur les élections, pour les élections, mais c'est celui qui est tête de liste qui ne sera pas élu par les électeurs maire, mais qui sera élu par le conseil municipal. D'accord. Alors, on a parlé environnement, c'est ça? Environnement. Environnement. Ah, c'est vous, monsieur Luc. On va rester les questions un peu sérieuses. Il faudrait pour mettre le tri sélectif en place. Oui. Parce qu'à Montpellier, il n'est pas encore remis en service. Donc votre question, c'est de savoir, est-ce que dans mon programme, il y aura bien évidemment ce problème du tri sélectif? C'est ça, vous voulez savoir. Alors effectivement, avant de parler du tri sélectif, il faut parler un petit peu de la propreté de Montpellier. Montpellier, c'est une ville qui malheureusement n'est pas très propre, qui n'est pas très bien entretenue, qui est assez sale, et on voit très facilement des décharges un petit peu sauvages, ouvertes dans la ville. Et donc, c'est parce que effectivement, le tri n'est pas bien fait sur Montpellier. Il faut savoir que il y a des ramassages de deux sortes, les cartons et le reste. Mais très souvent, tout est bien mélangé.
Hein. Donc effectivement, le tri sélectif, il va falloir s'attaquer à ce phénomène-là parce que tout simplement, il va falloir discipliner les Montpelliérains au tri sélectif. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que je l'ai vécu dans une autre vie à Bordeaux où le maire, qui était monsieur Juppé, a eu beaucoup de difficultés à installer le tri sélectif. Mais on y est arrivé, il y est arrivé, et Bordeaux est une ville qui est très belle et très propre aujourd'hui, et je pense que ce que l'on peut faire à Bordeaux, on peut le faire à Montpellier. Philippe Gald. Bonjour. Alors, comment sensibiliser à la question de l'environnement ? La première des choses, c'est déjà y croire. Quand on met le mot environnement, on pense à écologie. Et si on ne croit pas à l'écologie, si on ne croit pas à une certaine méthode, une certaine forme de réflexion, on ne pourra jamais y arriver. Donc pour permettre d'être sensible, il faut déjà avoir un discours très convaincant. La question précédente concernant le tri sélectif, c'est quelque chose qui est très important. Si on pose la question en disant « oui, mais le tri sélectif, c'est pas forcément une priorité » et ainsi de suite, on aura du mal à sensibiliser les gens. Donc il faut vraiment y croire pour qu'on puisse sensibiliser les gens à l'environnement. Ouais, parce que nous, on est un thème écolo, parce que des fois, on nettoie les plages. Oui, c'est ça. Vous partez à plusieurs et puis vous allez faire du nettoyage. Voilà. Hein, mais malheureusement, c'est exactement ce que je disais. Malheureusement, c'est pas vous qui mettez les papiers gras sur la plage, ce sont les autres. Et on fait appel à vous pour nettoyer. Et quand on aura compris, quand les gens auront compris que quand on est sur la plage, eh bien, il y a des poubelles un petit peu partout, il faut mettre ses papiers dans la poubelle. Peut-être qu'il n'y a pas assez de poubelles. Peut-être qu'il faut en mettre un petit peu plus pour que les gens les voient. Il faut qu'ils mettent aussi des cendriers dans la plage. Alors les cendriers, ça aussi, ça fait partie. Alors les cendriers, bien sûr, on parle de la plage, mais on peut parler des cendriers qu'il peut y avoir un petit peu partout dans la ville. Et par expérience, je sais que la ville de Toulouse vient d'installer plus de 1000 cendriers dans la ville de Toulouse, tellement il y avait de mégots par terre. Alors c'est pas haro sur les fumeurs. J'ai été fumeur, mes enfants sont fumeurs, mais il faut prendre conscience que quand on installe quelque chose, il faut utiliser ces choses qui sont mises en place. Et puis on ira jusqu'au bout de la démarche. Si on n'arrive pas à faire comprendre aux gens que on a installé des choses pour rendre la ville plus propre, pour les sensibiliser, eh bien, il pourra y avoir la répression. Et M. Sorel, aujourd'hui, a commencé à mettre en place, par exemple, une brigade de surveillance sur les incivilités. Pour les handicapés, il faudrait des trottoirs, pour monter, par exemple, pour le tram, pour les trottoirs, pour les passages piétons, pour tout ça. Hein? Donc en fait, votre souci, c'est que quand vous allez vous promener dans Montpellier, c'est toujours très compliqué de circuler quand on est à pied, quoi. Hein? Alors, ça fait partie, vous voyez, des choses que j'avais notées. Vous voyez, on souhaite une ville accessible à tous. Ça veut dire quoi, accessible à tous? Pas simplement aux gens qui sont valides, qui marchent correctement, qui peuvent se déplacer, se mouvoir correctement. Il faut que tout le monde puisse bénéficier des facilités que la mairie va pouvoir offrir. Et c'est vrai qu'on l'a déjà remarqué, c'est pas toujours le cas. Donc il va falloir qu'on regarde un petit peu, si on est élu, on regarde un petit peu ce qui a été fait et ce que l'on va pouvoir faire. Parce que c'est pas toujours de la responsabilité de la mairie de pouvoir faire des choses.
parce que le handicap, c'est quelque chose qui se travaille au niveau de la commune, mais se travaille au niveau de la métropole. Vous savez que dans les strates, vous avez la commune, Montpellier. La métropole, c'est Montpellier plus toutes les communes qui sont autour. Après ça, vous avez le département. Et après, la région. Et en fonction de ce que vous souhaitez, c'est pas forcément à la commune d'agir. Mais par contre, sur Montpellier, oui, pourquoi les salaires des travailleurs en ESAT n'augmentent pas? Voilà. Alors ça, c'est pas que le salaire des travailleurs en ESAT qui n'augmente pas, c'est malheureusement le salaire et les pensions de beaucoup de gens en France depuis longtemps maintenant. Et il faut savoir que, alors je suis tout à fait d'accord avec vous que aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français en général, on va parler en général des Français, pas spécialement de l'ESAT, mais le pouvoir d'achat des Français baisse. Ça veut dire quoi le pouvoir d'achat des Français? Ça veut dire que vous travaillez le même nombre d'heures, mais à la fin, il y a un petit peu moins d'argent pour une raison simple, c'est que le coût de la vie augmente. Hein? La baguette de pain augmente, les boîtes de conserve augmentent, la viande augmente. Mais vous avez toujours le même nombre d'heures à travailler, vous avez toujours les mêmes revenus. Donc forcément, on a le sentiment d'être un peu les laissés pour compte du mécanisme économique que l'on peut retrouver en France. Hein. Alors oui, les salaires n'augmentent pas des travailleurs, c'est certain. On aimerait bien que les salaires augmentent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande grève. Et il y a un paradoxe sur cette grande grève qui est assez amusant. C'est que 79% des Français sont pour la grève. Hein, ils sont d'accord avec la grève, mais 60% des Français estiment qu'il faut quand même réformer le système des retraites. Hein, donc là, on a un petit paradoxe qui fait que le Français a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne veut pas non plus qu'on touche un certain nombre d'avantages. Et c'est toute la difficulté du gouvernement qu'il a actuellement, mais pas seulement le gouvernement d'aujourd'hui. Vous vous souvenez des grandes grèves en 1995, quand M. Juppé était Premier ministre, où ils n'ont jamais pu mettre en place une réforme des retraites comme ils le souhaitaient. Hein. Donc les salaires, les retraites, tout ça c'est un tout, c'est très compliqué. Hein, et c'est vrai que si de temps en temps on pouvait avoir un petit coup de pouce, vous pouviez avoir un petit coup de pouce, que vos animateurs pouvaient avoir également un petit coup de pouce, eh ben ça mettrait du beurre dans les épinards. Alors, quand je suis en ville, j'ai peur. Que faire pour lutter contre l'insécurité? Au mois de septembre, il y a eu un sondage qui a été fait sur Montpellier, et le premier thème qu'ont décidé de mettre en avant les habitants de Montpellier, c'est la sécurité, à 44%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, à Montpellier, les gens peuvent se sentir en insécurité. Pas forcément se sentir agressés, mais se sentir en insécurité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concernant les gens qui sont handicapés? Et puis, donc, on parle bien de la sécurité. Il faut effectivement avoir une attention beaucoup plus particulière pour les gens qui sont handicapés. Hein, quelqu'un qui n'est pas handicapé sera capable de se défendre. Vous êtes plus vulnérable. Donc il faut qu'on vous protège plus. On a besoin de plus vous protéger. Ça, c'est très important. Alors, il faut savoir que les policiers sont vos amis. Hein, les policiers sont vos amis. Ce ne sont pas les policiers pour lesquels il faut que vous vous méfiez. Il faut se méfier des gens extérieurs. Vous savez, les pickpockets, quand on est place de la Comédie, c'est jamais très agréable de se faire bousculer, et puis tiens, zut, on m'a pris mon portable, mon téléphone. Ah zut, hein, c'est jamais très agréable. Et des fois, les policiers, ils sont dans... Ils surveillent. Ils surveillent, exactement. Mais il faut savoir qu'il y a une surveillance maintenant qui se passe également
dans le tram. Partout? Alors, pas partout, parce que pour que ce soit partout, il faudrait presque mettre un policier derrière chaque personne. Et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, mais par contre, il faut peut-être augmenter la police municipale. Il faut en avoir peut-être un peu plus dans des endroits un peu stratégiques où on sait qu'il y a plus de risques. Je vais juste prendre un exemple. À côté de la gare, par exemple, il y a un petit parc où on sait pertinemment qu'il y a du trafic. Hein, de la drogue, des choses comme ça. Donc peut-être que là, mettre un peu plus de policiers à cet endroit-là, aux heures où il y a ce trafic, peut-être que ça empêcherait des dégradations, ça vous rendrait peut-être un peu plus en sécurité. Souvent, dans mon but, on est jeudi. Et pourquoi il y a Gilets jaunes, plus les violences et les casseurs. Alors, un peu marre, alors moi, je vais être clair avec vous. Ouais. Je vais être clair avec vous parce que j'ai été au départ relativement favorable aux manifestations des Gilets jaunes. Quand je dis au départ, c'était, on va dire, sur les 4-5 premiers mois, parce que leur manifestation était tout à fait compréhensible, elle était justifiée. Pourquoi elle était justifiée ? Parce que, c'est mon point de vue, avec le gouvernement que nous avons, on voit bien la différence entre les gens des villes et les gens des campagnes. Et les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'était essentiellement des gens qui venaient de la campagne, enfin, ou des villes moyennes, et ils ont exprimé le sentiment de ras-le-bol de ce qui se passait par rapport à Paris notamment. Et puis après ça, les Gilets jaunes, alors, ont été un petit peu envahis par les politiques. On a vu les politiques s'investir avec eux. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu plus des revendications politiques. Et comme les Gilets jaunes n'étaient pas organisés comme un syndicat, c'est-à-dire avec des vigiles, quand ils manifestent, les syndicats, il n'y a jamais de débordement. Il n'y a pas de casse. Là, les Gilets jaunes, c'était autre chose. Ils n'étaient pas organisés pour manifester correctement et en sécurité. Ce qui fait que ce qu'on appelle les Black Blocs, qui sont des anarchistes, qui sont là pour casser, ont mis des gilets jaunes et puis ont cassé. Et on appelle ça toujours des gilets jaunes. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des gilets jaunes. Ce ne sont pas des gilets jaunes. S'ils cassent, après c'est une... Si on arrive à les attraper, qu'ils passent en justice, et il y en a eu plusieurs qui ont été condamnés, il y en a eu beaucoup de condamnés, ils passent en justice et ils vont en prison. C'est la pire des punitions, c'est la prison. Mais effectivement, également, ils ont des amendes, parce que ces amendes servent aussi à rembourser tout ce qui a été cassé, notamment du domaine public. Parce que les gens ont un peu marre, on paye pour rien. Mais les gens en ont assez. J'ai été interviewé des commerçants place Jean Jaurès à côté de la place de la Comédie et je peux vous dire qu'ils ne sont pas très contents. Ils sont pas très contents. Alors, la question sur le transport. Le transport, c'est pour prendre un transport, comment on fait? Alors, comment on fait? Alors, c'est vrai qu'ici, on est sur Grabel. Vous n'avez pas forcément accès facilement au tram. Vous n'avez pas forcément accès facilement au bus qui passe devant chez vous pour qu'on puisse vous prendre pour aller en ville. Comment on fait? Alors nous, vous avez peut-être, et je l'ai vu sur le parquet, vous avez des camions, enfin des transports pour vous amener en ville. Mais il faut aussi peut-être que la mairie s'investisse dans le cadre du transport, peut-être pour trouver des solutions pour que ce soit, entre guillemets, la mairie qui vienne à vous, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours vous, association, qui ayez en charge. Il faut aussi que la mairie prenne conscience que, sur Montpellier, oui, il y a des gens qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas forcément dans votre association, mais qui peuvent être également, qui sont handicapés, mais qui peuvent habiter chez eux. Et ça, il faut les répertorier pour qu'on puisse avoir une action au niveau du transport. Pour le bruit.
Le bruit. D'accord. Alors, trop de bruit en ville, comment faire pour le diminuer? Ah ben, il y a un moyen qui est très simple. Il y a un moyen qui est très simple. Je crois que pour diminuer le bruit, il faut déjà diminuer le nombre de voitures. Et pour diminuer le nombre de voitures, il faut mettre une politique en place où on va privilégier le vélo, la marche. Moi, j'avais une idée parce que venant de Bordeaux, c'est quelque chose qui existe. Par exemple, un dimanche par mois, à Bordeaux, tout le centre de Bordeaux est interdit aux voitures. Eh bien, je pense qu'on pourrait faire la même chose. Le centre historique de Montpellier est déjà quasiment interdit aux voitures. Mais on pourrait élargir le cercle sur le parking des Arceaux, tout ça, interdit aux voitures un dimanche par mois. Et là, je peux vous dire que ça ferait déjà beaucoup moins de bruit. Après ça, le fait de développer, d'avoir une politique de développement de pistes cyclables, de vélos, je pense que là, ça va déjà diminuer fortement le bruit. J'en aurais une autre. Oui. Il n'y a pas assez de place pour les personnes handicapées. Alors là, sur les parkings, là je suis d'accord avec vous. Alors non seulement il n'y a pas assez de place, mais en plus de ça, c'est que les places que vous avez qui sont réservées sont souvent utilisées par d'autres qui ne sont pas handicapés. Donc ça, c'est pas bien. Ça, donc il faut déjà punir ceux qui font ça. Et je sais qu'à côté de l'Arc de Triomphe, il y a des places réservées aux handicapés et ils ont installé des caméras à côté qui ont une vision sur les places de handicapés. Et je peux vous dire que je connais des gens qui se sont fait attraper et que la note est salée. Ouais. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas assez de places handicapées. C'est certain. Il suffit de prendre la décision, d'en mettre plus et c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas très compliqué. Merci Jérôme. Merci à vous. Ben, je vous en prie. Moi j'ai une question. Ce que vous faites, moi je suis vraiment admiratif parce que c'est une chaîne que vous faites du début jusqu'à la fin et pour bien faire comprendre et puis faire en sorte que vous soyez sensibilisés à ça. Parce que c'est important à la fois pour votre bien-être mais également pour l'économie de la région. Et pour finir, un petit coucou à la caméra et aux amis. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de ce que vous avez... vous êtes vraiment des gens très professionnels. Très professionnels. Les questions étaient très intéressantes et très d'actualité. Vous avez vu que dans mes réponses, il y a une partie des réponses que j'ai pu apporter qui font partie de notre plan de campagne, entre guillemets. Et puis, il y a une chose quand même qui est formidable, c'est que vous avez des éducateurs et des accompagnateurs qui sont formidables. Donc si on doit applaudir aussi quelqu'un, ce sont vos accompagnateurs. Voilà. Merci et bonne journée à tous. Deuxième candidate, Clotilde Ollier. Pour la liste Convergence de gauche. En tout cas, je suis ravie d'être ici, d'être de votre accueil. Je suis ravie que vous m'ayez proposé de C'est quoi l'environnement? Je pense qu'il y a deux sens à environnement. Il y a l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire voilà, là où on habite, là où on travaille, là où on y a ses amis, voilà, là où on va faire ses courses ou là où on va se balader en pleine nature ou faire du vélo. Et puis il y a un deuxième sens qui est l'environnement au sens large. Je crois que c'est le symbole du dessin que vous avez fait, que vous avez récupéré. C'est une planète. Oui. C'est-à-dire que l'environnement, c'est l'écologie, c'est la façon dont on vit tous
sur la même sphère, sur la même planète, et où doit chacun avoir sa place avec ses différences. On est tous sur le même bateau, clairement. Bien sûr qu'on est tous sur le même bateau. Et ce bateau-là, il faut en prendre soin. Et en prendre soin, c'est respecter l'environnement, parce que si on n'en prend pas soin et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait, ce bateau, il va tanguer, il va chavirer. Et c'est ce que je porte, en tous les cas, avec mon parti et tous les gens qui m'accompagnent, en tout cas pour ces élections, c'est le respect de l'environnement, parce qu'effectivement, on est tous dans le même bateau. Comment il faut faire pour les gens qui sont en fauteuil roulant? J'aimerais qu'il y ait des chemins pour passer avec des gens avec des fauteuils roulants. Comment on pourrait faire ce système-là? Alors, cette question, elle est hyper intéressante parce qu'elle parle simplement de la diversité. Alors, là, dans votre question, vous parlez de fauteuils roulants, mais les fauteuils roulants, on en parle beaucoup parce que c'est le symbole. Je vois là les logos sur le handicap. On parle souvent, quand on pense handicap, on pense souvent fauteuil roulant, mobilité, parce que c'est le logo, en fait, c'est celui qu'il y a là. Oui. Mais je crois que dans le handicap, en tous les cas, si c'est du handicap dont vous parlez, il y a tous les autres types de handicap et qui sont nombreux. Et je crois qu'on est tous différents et que la ville, elle doit être accessible à tout le monde. Qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on n'y voit pas suffisamment et qu'on ait une canne blanche, ou que tout simplement on n'ait pas la possibilité de lire des lettres, qu'on n'entende pas, qu'on ne voit pas, ou voilà, on est tous différents. Et la société dans laquelle on vit, cette ville dans laquelle on vit, il est nécessaire qu'elle s'adapte à tout le monde, parce que tout le monde doit y avoir sa place. Tout le monde n'est pas un homme d'1m80 et de 30 ans. Tout le monde n'est pas identique dans la société dans laquelle on vit. Tout le monde est différent et il est profondément nécessaire. En tous les cas, c'est des valeurs que je porte, que chacun dans sa différence, dans ce qu'il est, le fait d'être un homme, une femme, le fait d'être porteur d'un handicap ou pas. En tous les cas, moi, je suis porteuse d'un handicap qui se voit pas. Il y a des handicaps qui se voient, il y en a d'autres qui se voient pas. Et en tous les cas, il faut que ce soit divers et que tout le monde soit accepté tel qu'il est et sa place. Et bien sûr que le fait de pouvoir se déplacer dans la ville et d'avoir ce qu'on appelle l'accessibilité, c'est-à-dire pas seulement au niveau des... L'autre question, c'était sur le tramway, c'est ça, l'accessibilité des transports en commun. Mais il est nécessaire que ce soit pas seulement au niveau des quais de tramway qu'on ait l'accès, mais qu'on l'ait partout dans la ville. Parce que un jour, on s'en rend compte, même si on n'est pas porteur d'un handicap physique, parfois on a des enfants en poussette. Et quand on a une poussette, ou un caddie, ou un chariot, ou quand on a des bagages dans la main, on a besoin d'une ville qui soit accessible et qui soit accessible pour toutes et pour tous. Et c'est vraiment des valeurs que je porte, parce que la ville, elle doit être inclusive pour tout le monde. Et c'est important d'y penser en tous les cas, de se poser, parce que tout le monde est différent. Et dans la diversité, c'est important que tout le monde trouve sa place. Ouais, mais moi aussi, là, c'est la même. C'est pour les transports en commun. Comment on fait pour aller dans le tramway? C'est quand des fois les gens, ça dépend quels gens que tu rencontres. Dans le tramway, des fois, ils ne te laissent pas passer. C'est ce qu'on appelle l'éducation. C'est des choses qui se créent. C'est des choses qui se construisent quand les enfants, chez les enfants, c'est l'éducation, c'est-à-dire d'apprendre à respecter les autres et de respecter tout le monde dans sa diversité, de laisser sa place à une personne âgée ou à une femme enceinte ou à laisser passer quelqu'un qui est en fauteuil. Souvent c'est compliqué, je crois, quand on est en fauteuil roulant, c'est que les gens veulent toujours se faufiler pour passer devant le fauteuil et laissent pas le fauteuil passer, mais se faufilent entre et c'est difficile et c'est compliqué. Voilà, ça c'est de l'éducation, c'est quand on est petit qu'on apprend aux gens à se respecter les uns les autres et c'est nécessaire, c'est profondément nécessaire. Et en ce qui concerne l'accessibilité sur les transports publics, c'est bien à la mairie, elle a sa responsabilité en tous les cas de mettre un investissement suffisant pour que les transports soient accessibles, ce que je disais tout à l'heure, pour que tout le monde trouve sa place et que tout le monde puisse se déplacer comme il le souhaite, sans être contraint parce que c'est pas accessible. Vous travaillez sur le tri et le ramassage des déchets, c'est ça ? Dans les plages et tout. C'est une très bonne idée. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est chez les écologistes, c'est que le meilleur déchet,
c'est celui qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut travailler en amont pour qu'il y ait le moins possible de déchets, c'est-à-dire qu'il y ait le moins possible d'emballage et qu'il y ait beaucoup de... Voilà, qu'on puisse travailler ensemble sur un déchet qui n'existe pas. Dans nos poubelles, ce qui pose problème, c'est justement c'est la poubelle grise sur le dessin. C'est tous ces déchets qui sont alimentaires en fait et qui sont pleins d'eau et qui entrent dans l'usine. Alors à Montpellier, on a ce qu'on appelle Améthyste, c'est une usine de méthanisation, mais ce qui pose problème au final, c'est qu'on rentre beaucoup d'eau dans cette usine et cette eau qui en poids est lourde, elle vient des déchets végétaux. C'est pour ça que c'est important de faire un compost en amont pour ne pas envoyer dans Améthyste un maximum de déchets pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Le fait de trier ces déchets à la source, comme c'est là sur les dessins en tous les cas, d'enlever tous ces déchets organiques et de faire un compost. Vous avez un composteur ici? Oh. Voilà. Ben, vous faites du compost. On a Voilà. Quand on met les déchets organiques dans le compost, à la fin, on a de la terre. Et c'est important parce que plus on trie en amont ces déchets, moins à la fin, il y a de déchets à brûler ou à détruire ou à enterrer. Donc c'est très important de trier les déchets pour soit les recycler, soit les transformer en compost quand c'est de la matière organique. Voilà. Je vais aussi, j'en ai parlé à votre collègue, Oui, de mettre des cendriers à tout Montpellier oui. pour pas jeter des mégots par terre. Oui, c'est l'éducation, c'est important parce que les mégots de cigarettes, c'est très polluant. C'est important de les ramasser. Et les jettent. Oui, mais s'il n'y a pas de cendrier, les gens ne les jettent pas, donc c'est important de mettre des cendriers. Ou même il existe des petits cendriers portables. On peut aussi distribuer. Sinon, de mettre comme une boîte à lettres. Des carrés. Oui, pour mettre dedans. Ou même parfois ils peuvent distribuer des petits cendriers de poche et qu'on a dans sa poche. Mais c'est pareil, c'est de l'éducation. Il faut apprendre aux gens à le faire. Donc comment sensibiliser à la question de l'environnement? Ben, là typiquement vous avez une photo d'une plage, c'est ça, vous étiez sur une plage? Voilà. Voilà. Ben, comment sensibiliser à la question de l'environnement? Je crois que on est, j'espère, tous sensibilisés puisque maintenant il y a beaucoup de plastique dans la mer. On se retrouve avec en fait, on vit dans une société d'hyperconsommation où on jette tout à la poubelle et tout se retrouve dans l'environnement, dans la mer. Ce que vous avez fait, je crois, en ramassant les déchets au bord de la mer. On est allé une fois. C'est ça. On a trouvé plein de bouteilles. Voilà. Et bien ça, par exemple, le fait de prendre des photos et de montrer, là c'est les déchets que vous aviez ramassés. Oui. Voilà. De montrer, de faire ce qu'on appelle de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer aux gens qu'on est obligé de ramasser leurs déchets, sinon ils finissent dans la mer et les poissons, ils meurent. les poissons meurent et ça tue la biodiversité. Donc c'est très important par des petites actions, ça en fait partie pour sensibiliser à l'environnement. Il y a l'éducation dans les écoles, il y a toutes ces choses-là qui comptent en tout cas pour l'environnement. C'est primordial, l'éducation à l'environnement. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Alors, c'est quoi les transports? Alors, les transports, Moi, il y a ce qu'on appelle la pyramide des déplacements. Actuellement, à Montpellier, tout le monde se déplace en voiture. Il y a beaucoup de voitures, et il y a tellement de voitures à Montpellier qu'en fait, on est une des villes de France les plus polluées. Il y a beaucoup de pollution de l'air à Montpellier à cause des voitures, parce qu'il y a trop de voitures. Et pourquoi il y a trop de voitures? Il y a trop de voitures parce qu'on ne permet pas aux gens qui veulent se déplacer autrement de pouvoir le faire. Donc en fait, il faut remettre les transports dans le bon ordre. C'est-à-dire en priorité, c'est les piétons avec les PMR, ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. Donc typiquement quelqu'un qui sera en fauteuil roulant, quelqu'un avec une canne, ou quelqu'un qui aurait des sacs de course, ou quelqu'un avec une poussette. Voilà. Des gens qui ont besoin d'un trottoir large pour pouvoir se déplacer correctement. Donc d'abord les personnes à pied ou celles qu'on dit PMR. Ensuite, les transports, le vélo, c'est le petit dessin qui est là. Donc favoriser le transport en vélo, donc, dans la pyramide, en deuxième priorité. Le troisième, c'est les transports en commun. Donc, le tram ou le bus? Le tram ou le bus.
des bus, il n'y en a pas suffisamment et surtout, ils ne sont pas bien adaptés. Le bus, il va falloir revoir le nombre de bus et puis surtout les horaires. Et puis surtout, il va falloir voir qu'il y ait plus de fréquences sur les bus. Sur ce sujet-là, on y travaille beaucoup parce que c'est une de nos priorités pour faire tomber la pollution. Et puis le dernier, c'est bien la voiture. Donc il faut réussir à fonctionner autrement parce que quand on voit les choses du côté de l'environnement, voilà, je parle aux spécialistes du club écologique. Il y a beaucoup de pollution de l'air à Montpellier à cause des voitures. Il faut trouver d'autres modes de transport pour diminuer cette pollution de l'air. Donc il est nécessaire, il faut tous un effort, mais il est nécessaire aussi au maire de la ville, à celui qui dirige et qui prend les décisions, de prendre les bonnes décisions pour permettre aux gens qui veulent se déplacer sans polluer de pouvoir le faire en toute sécurité. C'est vraiment une grande priorité de faire chuter ce taux de pollution parce qu'il entraîne des maladies. Et quelle maladie? Mais quelle maladie, en fait, quand le taux de pollution dans l'air est trop élevé, soit à long terme, ça entraîne ce qu'on appelle des cancers, des insuffisances respiratoires, ou parfois il y a des gens qui étouffent parce que l'air est de mauvaise qualité, ils sont déjà en difficulté sur leur respiration. Et à ma deuxième question, je vais faire à la caméra, indiquer un peu en plan. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Alors c'est pour les bruits sonores. Et des fois, en ville, il y a beaucoup de villes avec un enfant, et des fois, c'est un peu original le bruit. Oui, il y a beaucoup de bruit et puis ici je crois qu'on est aussi ici pour parler du handicap. Il y a une forme de handicap qui s'appelle l'hyperacousie. Ça fait partie des handicaps qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'on entend trop, on est dérangé par le moindre bruit. Et le bruit en ville, c'est un vrai sujet. Mais je crois quand on a parlé tout à l'heure des déplacements, quand on inverse la pyramide des déplacements, c'est-à-dire quand on permet d'abord de se déplacer à pied, en vélo, en transport en commun et à la fin en voiture, et bien là on réduit une grande partie du bruit parce qu'il y a moins de voitures et ce qui crée beaucoup de bruit en ville effectivement, c'est les voitures et c'est les motos. Et je crois que dans la société dans laquelle on vit maintenant, les gens ont besoin d'apaisement, ont besoin de se poser, ils ont besoin de calme, de nature et puis d'apprendre à revivre tous ensemble. C'est primordial qu'on réapprenne à tous vivre ensemble les uns avec les autres. Et par contre, pour les bruits, on peut transmettre à la caméra. On crée à la caméra. Pour que pas que peut être capable, quand les gens peuvent, on peut transmettre pour ce bruit-là. Oui, pour transmettre au moins de bruit aux personnes. Oui, dans la caméra, pour dire aux gens, et aussi. Oui, mais je sais ce que je disais, c'est important de diminuer le bruit au centre-ville parce que ça agresse la nuit, le jour. Et ça s'étudie le bruit, mais en majorité, le bruit, c'est les transports, c'est les motos et les voitures qui font beaucoup de bruit dans la ville. Il y a beaucoup de gamins, les enfants, les parents, les familles, c'est pareil. Oui, ça les gêne. Ça gêne. Du coup, Merci. merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous pensez des gilets jaunes? Je pense que les gilets jaunes, c'est l'expression d'un mouvement de personnes qui étaient chez eux. Moi, ça fait... Alors moi, je suis une militante, ce qu'on appelle une militante, ça veut dire que quand j'ai quelque chose qui ne me convient pas ou quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai l'habitude de me lever et de dire maintenant ça suffit, il y en a marre, je suis pas contente. Et il y a beaucoup de gens qui restaient chez eux et qui ressentaient ça de chez eux et qui n'osaient pas se lever et dire maintenant ça suffit. Les gilets jaunes, c'est ça. C'est tous ces gens-là qui restaient chez eux depuis des années où on se disait mais quand est-ce que tout le monde va se réveiller? Quand est-ce que tout le monde va dire mais stop, ça suffit? Tous ces gens-là, ils sont sortis de chez eux, ils se sont levés, ils ont dit on va se retrouver dans un endroit qui n'est pas occupé, c'est les ronds-points. Ils se sont retrouvés sur des ronds-points et ils ont commencé à discuter et ils ont fait ce qu'on appelle du lien social. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui étaient chacun sur leur canapé, ils se sont retrouvés dans un endroit, comme je le fais aujourd'hui, là où on est en train de discuter tous ensemble. Et puis ils ont échangé, ils ont discuté et ils ont construit des choses ensemble. Et c'est important, moi je crois que tous les mouvements qui poussent les gens à se rencontrer, à échanger, à discuter, c'est primordial. Merci à vous. Merci. Après Clotilde Ollier, voici Benjamin Clouet. Pour la liste, nous sommes... D'abord, le journal Petit Cobric. Alors déjà, mon nom, votre prénom. Je m'appelle Benjamin Clouet. Alors, déjà, le journal Petit Cobric, c'est quoi pour vous votre métier? Mon métier. Alors, je suis
cofondateur et gérant d'une SCOP, donc une société coopérative, qui est aujourd'hui entreprise d'insertion. Et on travaille sur les toilettes sèches en particulier, mais plus généralement sur le cycle de l'eau et la fermeture des déchets organiques, en fait, dans la nature. Les projets et l'avenir. Les projets d'avenir. Alors les projets d'avenir, nous on a un projet assez ambitieux qui est de rendre la ville plus résiliente sur les cycles de l'eau. Et c'est un peu, pour comparer un peu simplement, dans les déchets, on comprend bien qu'il faut trier les déchets à la source pour pouvoir les valoriser, qu'on mette le verre d'un côté, le plastique de l'autre, les fermenticides. Et ben pour l'eau c'est pareil, on pense que si on met les eaux grises de la douche d'un côté pour végétaliser des façades ou irriguer des jardins ou nettoyer les voiries, récupérer les urines d'un autre côté toutes seules pour en faire du fertilisant, et les matières fécales pour en faire du compost ou de la méthanisation. En fait, on fait un peu comme le corps humain. Le corps humain, il met les urines d'un côté, les matières fécales de l'autre, et il utilise l'eau, la transpiration, pour réguler sa température. Et ben, on aimerait faire ça au sein de la ville. Et pour le climat, c'est pareil? Et ben, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on travaille. Et aujourd'hui, on capte l'eau dans les nappes phréatiques du pic Saint-Loup. La ville va utiliser cette eau et la souiller. Et on va mettre des matières fécales dans des énormes quantités d'eau grise. On envoie ça dans une station d'épuration qui est située à Latte. C'est une grosse usine. Et on envoie tout ça dans la Méditerranée. Il y a un tuyau qui fait 13 km et qui va emmener ça dans la Méditerranée. Et donc on a des millions de mètres cubes d'eau douce qui auraient pu être utilisés à plein d'autres usages. Et ben on envoie ça dans la Méditerranée. On trouve ça très triste. Et ça fait peur, c'est l'orage, c'est la pluie, ça tourne partout. Effectivement. Et les gens ont un peu marre des fois. Ouais. De le temps. En fait, les prospectives sur la question de l'eau sont extrêmement préoccupantes dans l'Hérault. Il y a certaines études qui annoncent moins 50% du débit des rivières, des périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus intenses et des crues et des épisodes cévenols qui sont beaucoup plus forts. Et on pense que c'est une thématique majeure pour la résilience de nos modes de vie dans le futur avec le changement climatique. On continue. Je présente le gagnant. Super. À vous, Bonjour Luc. parole. Bonjour. C'est le tri sélectif. Est-ce qu'il y en aura à Montpellier ou il y en aura pas? Parce que je dis qu'il n'y en a pas du tout, il y en a pas beaucoup de tri sélectif à Montpellier. Pourquoi? Alors c'est une question assez globale, je dirais, qui est aussi ancienne, qui est un peu comme ce que je venais de vous dire, qu'il y a des grosses usines qui vont traiter nos déchets liquides. Et ben à Montpellier, on a eu à l'époque la plus grosse usine de méthanisation qui s'appelle Améthyste. Elle devait coûter 60 millions et finalement elle en a coûté 120 millions. Et ça en fait, c'est les grands industriels qui ont dit: mettez tout dans la même poubelle, envoyez-nous ça, et nous on a la technologie pour tout trier. Et donc on a pris beaucoup de retard, parce que ça a pris beaucoup d'argent cette usine-là, et ça a pris beaucoup d'énergie, et tous les politiques disaient c'est bon, on a réglé le problème. Et c'est vraiment triste. Du coup on a pris beaucoup de retard sur le tri sélectif, et on pense qu'il y a plein de choses qu'on appelle aujourd'hui innovantes, mais qui sont du bon sens en fait, de mettre des compostages en pied d'immeuble. Alors chez Ecosec, on était les précurseurs, on a été les premiers à mettre des composteurs en pied d'immeuble au petit bar. Aujourd'hui, c'est une association qui s'appelle Compostons, qui s'occupe de ça et qui d'ailleurs est très impliquée dans Nous Sommes. Et donc, on aimerait remettre en place des consignes de verre. On aimerait remettre en fait, et les quartiers ne sont pas tous aussi bien fournis sur chaque tri. Et typiquement, moi j'habite à Las Ribes, typiquement les quartiers populaires, ils ont même pas de poubelle jaune. Et ça, donc, il y a un espèce je trouve pas de laxisme, mais un peu je m'en foutisme des quartiers périphériques. Et donc on pense qu'il y a un gros travail à faire sur les déchets, mais aussi sur de suivre un peu ce qui a été décidé, mais c'est dans l'esprit un peu global, national, d'interdire les
les plastiques à usage unique, de mettre en place d'accompagner en tout cas des entreprises qui vont faire des couches lavables plutôt que des couches jetables, de travailler sur en fait l'ensemble de nos déchets, de mettre en place une recyclerie du bâtiment. Dans la construction, il y a une quantité de déchets considérable et donc on a toute une politique de déchets qui est à faire avec les acteurs du territoire pour les réduire et arrêter le fonctionnement actuel qui est loin d'être durable, quoi. Ah, mais, ouais, mais il faudrait qu'il y en ait, mais d'après vous, il n'y en aura pas alors? Si, d'après nous, il y en aura beaucoup et on est... en fait, si Nous Sommes s'est créé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs au sein de Nous Sommes qui sont extrêmement frustrés que rien n'ait bougé depuis 6 ans, mais même avant ça. Et donc, si on a décidé de reprendre un peu le pouvoir sur notre ville, c'est parce qu'on a envie, typiquement sur cette thématique des déchets, de changer les choses et de mettre en place en fait, quand on est concerné par les questions de l'effondrement et du climat en général, eh ben, la thématique des déchets est quasiment centrale. Et donc on est extrêmement motivé pour changer les choses et remettre typiquement ce qui s'est fait à Lunel. Ils ont mis un système de pesée des poubelles. Et aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'inspirer de villes. À Rennes, il y a plus de 200 de composteurs en pied d'immeuble qui sont gérés par des... Et en plus, ça a énormément de bienfaits extérieurs, je dirais, qui sont de remettre du lien autour des gens. Parce que tout d'un coup, le composteur, c'est une réappropriation de l'espace urbain et ça crée du lien auprès des gens qui ont un outil urbain qui fait du bien à l'environnement, mais qui fait aussi du bien aux gens parce que ça crée du lien et les gens se retrouvent autour du composteur. Voilà. Donc on est très motivés, c'est une question centrale du programme de Nous Sommes. Ah ouais, mais merci quoi. Merci Luc. Merci Luc. Merci, on continue. Moi, c'est une question. Que faire pour que la ville soit plus accessible? Alors, dans l'accessibilité... Pardon. Tu veux parler? Dire quelque chose? Pour aider. Pour les handicaps. Ouais. Alors, l'accessibilité, en fait, c'est une thématique qui est, moi, je trouve assez énorme. C'est vrai que quand on parle de handicap, on a souvent la vision, pour moi, de personnes qui n'y sont pas confrontées. On a souvent une vision, en fait, de la partie émergée de l'iceberg, du handicap qui est très visible, qui est la personne à mobilité réduite, ou les sourds et malentendants, ou les aveugles. Je dirais que c'est une catégorie, mais en fait, c'est une toute petite partie des gens qui sont en situation de handicap. Et il y a quand même une énorme... La majeure partie des gens qui sont en situation de handicap ont des handicaps qui sont quasiment invisibles, qui sont des handicaps psychiques. Et pour eux aussi, l'accessibilité à l'emploi, l'accessibilité dans les activités culturelles, dans les activités, c'est pas toujours facile aussi. Alors, moi, j'aimerais parler d'une autre forme d'accessibilité, qui est, parce que j'en parle parce que j'y ai été touché personnellement. Les enfants aussi. Les enfants de... Exactement, c'est là où je voulais en venir. Alors, moi, personnellement, j'ai eu les enfants de handicap. Ouais, tout à fait. Alors, c'est de tout. Ouais. Dire. Alors, mon fils, il est atteint d'un syndrome qui s'appelle Prader-Willi. C'est une maladie génétique assez rare. Et alors, je ne suis pas en train de remettre en cause l'accompagnement en France, qui est vraiment, qui est très, très haut, quoi, par rapport à plein de pays dans le monde. Il se trouve quand même que quand il est arrivé dans le système scolaire, il a eu besoin d'une assistante à la vie scolaire. Pour ceux qui connaissent le chemin de croix pour obtenir une AVS et monter un dossier à la MDPH, on n'est pas tous égaux
devant la capacité à monter ses dossiers et devant la capacité à pouvoir rentrer et de demander des droits et demander des assistances là-dessus. Il y a quelque part une justice dans le handicap, c'est que ça frappe tout le monde. Toutes les couches de la société. Et moi j'ai eu la chance de traiter un peu avec l'administration avant et d'avoir la capacité de monter des dossiers et d'avoir aussi donc ça c'est pas normal et on aimerait vraiment qu'il y ait un centre. Alors est-ce que ce sera au sein des CCAS, des centres d'action sociaux au sein de la mairie, de vraiment qu'il y ait un guichet qui puisse répondre à ces gens-là, quoi. Parce que nous, pendant 3 mois, on n'a pas eu d'AVS. C'était une situation extrêmement problématique et on sait qu'il y a énormément de familles qui l'ont eu. Et même si on avait plein d'assistances, des CAMS, des CESAD, des organismes, enfin, les gens qui travaillent dans ce métier-là, ils le font pas par hasard. Et on a rencontré que des mois pour moi, c'est des saints, quoi. Tous les gens, que ce soit les EduxP ou les gens qui travaillent, mais vraiment tous les corps médicaux et sociaux d'accompagnement du handicap, c'est des gens qui sont dévoués, mais ils peuvent pas tout faire. Ils n'ont pas tous les moyens et il faut que la mairie, parce que c'est l'école, ils sont obligés, et c'est même pas pour ça, c'est une question d'éthique, de morale, quoi. On peut pas laisser les familles dans cette situation-là. Il y en a qui disent, on voit la qualité d'une société à la façon dont elle traite. Alors, il parlait de ça à l'époque de l'hôpital psychiatrique, la façon dont on traite ses poux, et ben la façon dont on traite le handicap et la façon dont on traite. Et en fait, on pense souvent que c'est le bénéficiaire, la personne qui est handicapée, qu'on va aider, et on se rend pas compte des bienfaits. Que lorsqu'on met, et c'est pareil dans une entreprise, hein, c'est dans toute la société, on se rend pas compte des bienfaits. Quand on fait du bien à une personne, quand on accompagne et quand on se dit que la société, elle prend en charge comme une équipe les différences des gens, et ben en fait ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien d'être avec pendant des moments dans cette société où on est toutes, c'est la course à qui va être le meilleur, à qui va écraser l'autre, à qui va être le plus riche, à qui, et ben de s'apaiser et de se mettre un peu hors cadre, quoi. D'accord. Et d'être donc c'est ce qu'on aimerait vraiment faire. Faut un distancement. Eh ben, on aimerait qu'il y ait un guichet, en tout cas à la mairie, qui pallie les manquemment de la MDPH, pour faire ça court. D'autre part, il y a plein d'entreprises, dans l'accessibilité, il y a accessibilité à l'emploi. Au fait, pourquoi que les parents qui protègent leurs les parents, est-ce qu'ils peuvent te protéger Les protéger les enfants? Les enfants? Eh ben oui, alors encore une fois, les protéger, c'est... Ouais. Alors juste pour finir sur l'accessibilité, bon, alors pour la question de l'enfance et de la protection, si on arrive à les mettre dans la société, si on arrive à les intégrer, ça va faire du bien à tout le monde, outre le bénéficiaire, et je pense que c'est une certaine forme de protection. À partir du moment où l'ensemble de la société prend soin des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont exclues, des personnes qui sont isolées, et ben en fait, on les protège d'une certaine manière, et on ne protège pas que la personne qui est isolée. On protège l'ensemble de la société parce que quand on est dans une perspective d'effondrement et quand on regarde les prospections d'arrivée de centaines de millions de migrants qui sont dans des situations sociales vraiment compliquées, et ben il faut habituer notre société à vivre ensemble et à fonctionner, en groupe. On peut vivre ensemble. Et ben c'est vraiment enfin moi je le crois profondément et c'est encore une fois c'est pas seulement sur la thématique du handicap, c'est sur la thématique de tout. Ouais. Alors s'il y a une dernière chose sur l'accessibilité de l'emploi, il y a énormément d'entreprises qui, donc la loi de 1987, si on est plus de 20 employés, on doit avoir 6% des effectifs qui sont des travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui refusent de le faire et qui payent l'amende, qui préfèrent payer l'amende. Et ça, bon, moi je trouve que
j'aime pas quand c'est le tout répressif. Et je pense que si on avait une brigade, alors je dis brigade, mais c'est sans connotation militaire, hein, mais si on avait une brigade qui allait sensibiliser dans les entreprises pour leur dire... Est-ce que vous êtes au courant du bienfait dans une équipe de quelqu'un qui a des difficultés et que l'ensemble de l'équipe se mette autour de la table et essaye de trouver des solutions pour l'adapter, ce que ça fait comme bienfait d'avoir cette sensation-là, encore une fois, ça fait du bien d'aider les autres. Et donc il faut aller voir toutes les entreprises et avoir une démarche de pédagogie et leur dire, écoutez, c'est pas seulement une question d'amende et d'obligation, c'est une question de quelle société on veut être et qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise, le fait d'avoir des travailleurs qui sont dans des situations particulières. Et donc, moi, je crois beaucoup à l'intégration par l'emploi. Et donc, sur l'accessibilité, il y a énormément de travail à faire. Et moi, de tous les documents que j'ai lus, des actions qui ont été menées, qui sont pas forcément... Enfin, c'est pas mal, hein, ce qui a été fait sur le handicap ces 6 dernières années. Je vais pas tout jeter. Mais en tout cas, sur l'accessibilité à l'emploi, je trouve que c'est pas à la hauteur, quoi. Question pour Arthur Film avec l'équipe La Toile des Corails. Pour vous, c'est quoi qu'on a fait CQ? Alors, de l'activité de l'ATO en général ou de... Ouais. Bon, moi, je trouve ça génial. Encore une fois, c'est un milieu que je côtoie un peu et vers lequel je me dirige. Aujourd'hui, nous sommes, on a envie de faire une société où il y a plus d'accès, il y a plus de compréhension, il y a plus d'accompagnement, il y a plus de solidarité, il y a plus de tout ça. Et vous en êtes un symbole. Et en fait, on aimerait bien se diriger vers une société aussi où il y a une certaine, au-delà de l'accessibilité, il y a une certaine visibilité. Et c'est un peu, j'en parlais tout à l'heure, mais typiquement, ce que j'ai vu en Espagne, je trouvais ça super intéressant, c'est ceux qui font la loterie, qui vendent les billets de loterie en Espagne. Ils sont dans la rue, dans des petits kiosques, et en fait, ils sont au milieu de la rue, au milieu de la population. Et quand je parlais tout à l'heure de mettre en place des composteurs en pied d'immeuble, de faire de la végétalisation en ville, de faire plein, il y a énormément de services qui pourraient être faits, qui remettraient au sein de la société. Et donc, à la fois, c'est complètement génial ce que vous faites, et à la fois, moi, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin et que vous soyez dans la ville et qu'on vous voit un petit peu plus. Et ça, ce serait, voilà, après, parce que je connais personnellement les bienfaits que ça fait aux autres d'avoir des personnes qui ont des problématiques et sur lesquelles on peut, chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'on, en fait, c'est du vivre ensemble, c'est du lien, mais ça vaut pour ceux qui ont un certain handicap, mais ça vaut aussi pour ceux qui sont isolés parce qu'ils sont vieux, ça vaut ceux qui sont isolés parce que socialement c'est difficile, ceux qui sont dans les quartiers, qui ont des difficultés à parler le français ou qui ont des difficultés. En fait, ça vaut pour toutes les personnes qui rentrent pas dans le cadre, quoi. Et en fait, moi je regrette toujours dans la classe là, mon fils il est en Ulysse et donc il fait des inclusions alors l'Ulysse, pour ceux qui savent pas, c'est une classe avec des enfants qui ont des besoins un peu spéciaux au sein d'une école classique, et ils font des inclusions dans les classes, et en fait mais c'est extrêmement bénéfique pour le reste de la classe, quoi, parce que le reste de la classe tout d'un coup, encore une fois, quoi, ils sont pas dans une logique de qui va avoir la meilleure note, qui va avoir un truc, et ils sont en fait qui deviennent un peu dans un esprit de en fait l'école c'est aussi pour apprendre à vivre ensemble avec toutes nos différences, et donc voilà, moi je trouve que c'est super ce que vous faites. On devrait vous donner plus de travail, moi je crois, mais sans non plus mettre ça. Et puis après, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de manières d'échanger. Il y a des groupes d'entraide mutualisés, il y a des échanges de compétences. Nous on a vu dans certains, avec des entreprises ou des associations, des groupes en fait qui allaient et puis ils échangeaient le fait de nettoyer un peu une écurie ou aider à l'aménagement de box. En échange, ceux qui géraient le centre d'équitation, aller faire un tour en cheval avec. En fait, il y a plein de choses qui sont
sont non monétaires Oui. et qui sont à faire. Et voilà. Et encore une fois, ce que je disais, ça pourra avoir un impact de créer de plus d'emplois au sein des ATO, des ESAT et tout ça. Et sur toute la filière aval jusqu'au plus petit pour réduire les filières et les temps d'attente et les listes d'attente, quoi. Et voilà. Et merci pour cette interview, c'est un plaisir en plus d'avoir découvert l'ATO dont j'avais entendu parler et dont j'étais jamais venu. Donc c'est vraiment un plaisir. Je vous invite à regarder ce qui se passe, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet, à lire notre programme qui va sortir prochainement. Et la meilleure manière, ça reste de venir nous voir, soit en allant voir vos référents de quartier, puisqu'on a un ancrage dans tous les quartiers de Montpellier, soit à nous contacter par mail ou sur Facebook, Twitter, et on essaiera de vous répondre. On va être très présent dans la ville, et donc n'hésitez pas à nous rejoindre et rejoindre ce mouvement qui va renverser un peu l'échiquier politique pour reprendre le pouvoir sur notre ville et le redonner aux habitants. Merci à vous, merci à toute l'équipe. C'est l'heure, elle est 4h15 et bonne journée à tous. Et pour finir, Baptiste Saint-Jean. Pour la liste n'importe qui de Rémi Gaillard. Bonjour déjà. Alors, on va commencer nom, prénom et votre métier. Donc moi c'est Baptiste Sandroine, je suis éducateur, je travaille dans un IME actuellement. L'IME c'est un institut médico-éducatif, c'est en quelque sorte une école qui accueille des personnes, des jeunes handicapés. Voilà. Et vous connaissez avec Rémi Gaillard? Alors, je connais Rémi Gaillard depuis peu de temps, finalement. Après, moi, je le connais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire à travers les vidéos humoristiques, donc on connaît tous. Et donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça. Et justement dans le cadre de cette campagne, parce qu'il cherchait à s'entourer de gens qui avaient des convictions et évidemment proches des siennes. Et donc on a fait connaissance, alors je ne vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas on a fait connaissance par rapport à ça, à cette élection, et depuis je travaille entre guillemets, si le mot travailler serait juste. Et que vos associations, il y a plein de cas aussi pour des écoles, les collèges, avec votre métier, avec travailler avec les associations pour les communautés comme nous, à toi et Corail. Nous, c'est à Paris-Montpellier pour association, et aussi quoi pour votre association? Alors, nous, on n'a pas. On ne peut pas appeler ça une association, c'est une liste qu'on appelle ça de colistiers. Donc c'est quand même quelque part, c'est pas une association, mais ou alors peut-être une association de malfaiteurs, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de l'humour, bien sûr, je précise. Non, c'est plutôt un groupe de personnes qui travaillent sur l'élaboration d'un programme politique. Voilà. D'accord. Après, si on peut parler des associations 5 minutes, et d'ailleurs je pense que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, sachez en tout cas, j'en profite et je rebondis là-dessus pour vous dire que les associations, c'est donc en quelque sorte les gens de terrain, et c'est avec ces personnes-là qu'on veut essentiellement travailler, et donc voilà. Et ce qui m'a plu d'ailleurs dans le projet de Rémi Gaillard, c'est que justement par rapport à ça, il n'y a pas de parti politique non plus, et qu'on a tous nos sensibilités et on a tous su s'accorder pour monter un programme tous ensemble. Et ce côté, alors c'est de la politique ce qu'on fait, mais qui n'est pas, je pense, traditionnel, et donc il y a un côté qui m'a plu dans tout ça. Ne pas se limiter à une étiquette politique qui nous empêcherait d'amener des idées, parce qu'il faudrait répondre à une idéologie particulière. Il y a d'autres questions, il y a beaucoup de nouvelles questions. Je laisse avec les copains. Votre avis sur le mouvement des Gilets jaunes? Alors, c'est un gros sujet d'actualité, je suis ravi d'en parler. Les Gilets jaunes, c'est un terme que les Gilets jaunes revendiquent d'ailleurs, mais d'abord la question, ça serait qui sont les Gilets jaunes? Et les Gilets jaunes, voilà, je pense que ce sont des personnes de tout âge, de toute profession, qui à un moment donné, au tout début, donc il y a quand même plus d'1 an, ont revendiqué le fait de simplement pouvoir vivre de manière décente et plus correcte, c'est-à-dire
en demandant par exemple une revalorisation de leur salaire et donc de leur pouvoir d'achat. Et ça, c'était au tout départ donc de ce mouvement. Et ensuite, très rapidement, il y a eu la question démocratique qui est arrivée au cœur des Gilets jaunes, à savoir que les personnes revendiquaient donc plus de citoyenneté, c'est-à-dire de pouvoir plus participer au débat et de plus avoir de pouvoir dans les décisions. Je pense qu'il y a une grande défiance en ce moment en France concernant la politique, parce que beaucoup de gens commencent à ouvrir les yeux sur le lien qu'il y a entre politique et finance, et donc par là même aussi des médias. Et forcément, ça fait naître beaucoup de frustration et surtout une envie de se réapproprier le pouvoir, parce que c'est le peuple qui devrait avoir le pouvoir. Et partant de ça, je pense qu'on peut, même si on n'apprécie pas forcément les Gilets jaunes, je pense qu'on peut tous leur reconnaître qu'on a le droit de manifester en France quand on a besoin tout simplement de joindre les deux bouts à la fin du mois, parce que voilà, ça paraît évident. Et en plus, quand ils font des demandes au niveau de la démocratie, je pense que il faut y répondre à ça. Et parce qu'en ce moment, il y a des cloisons entre le pouvoir et le peuple. Et ça, il faut décloisonner absolument. Et qu'est-ce qu'on en pense ? Eh ben, écoute, si je peux te tutoyer, c'est que nous, on a plusieurs propositions justement qui vont non pas dans l'intérêt seulement des Gilets jaunes, mais dans l'intérêt de tous les citoyens et du peuple. Et donc, qui s'inscrit effectivement dans ce qui se passe actuellement. C'est donc de la démocratie. Alors, à travers plusieurs points, on aimerait dédier par exemple un étage à la mairie au peuple pour que les gens puissent, tous les citoyens qui en ont envie, puissent venir participer au développement de la ville. On aimerait, et on le fera si on est élu, mettre en place une commission éthique pour que des personnes du peuple tirées au sort viennent justement pouvoir contrôler les actions de la mairie et vérifier les comptes, par exemple. Et j'insisterai aussi sur une mesure, moi, qui me paraît fondamentale. C'est un scrutin, on mettra en place un scrutin révocatoire dès 2022, soit donc 2 ans après l'élection, pour permettre aux citoyens, s'ils ne sont pas contents de la politique qu'on mène, de pouvoir nous foutre dehors. C'est-à-dire de pouvoir changer si vraiment ils ne sont pas contents de ce qu'on réalise et s'ils ne sont pas contents de nos actions. Et je pense que ça devrait inspirer beaucoup de mairies et même à plus haut niveau. Cette possibilité de pouvoir révoquer un élu, pour moi, est fondamentale parce qu'on sait très bien que des élus aujourd'hui peuvent vous raconter n'importe quoi et une fois justement, lors des élections, et une fois qu'ils sont élus, on sait très bien que très souvent, ils tiennent pas leurs promesses. Et voilà, ça me paraît important. Ou pas entièrement. Ou pas entièrement, exactement. Ou parfois d'amener des choses qu'ils n'avaient pas évoquées lors de leur campagne. Et je pense que ça, c'est la démocratie, elle est au cœur de notre programme. Voilà. Comment lutter contre l'inégalité? Alors, lutter contre les inégalités, c'est un sujet qui est très très vaste parce que ça concerne beaucoup de domaines et donc beaucoup de personnes. Donc, à travers des domaines différents, on peut retrouver des inégalités à travers l'emploi, à travers le logement, à travers tout ce qui est question du social, de la culture. Et en fait, pour pouvoir avoir une bonne vision de ces inégalités, pour pouvoir y répondre de façon à les résorber, on a envie de faire appel, et c'est d'ailleurs tout au cœur aussi du programme de Rémi Gaillard, de faire appel aux associations, parce que les associations, ce sont des gens de terrain qui sont au fait et au courant des problèmes justement liés aux inégalités. Si je prends un exemple pour ce qui pourrait concerner par exemple les personnes qui sont en situation de précarité, donc qui n'ont pas beaucoup d'argent, on pourrait par exemple, c'est dans nos propositions, pour pouvoir aider ces personnes-là et résorber donc l'inégalité, par exemple l'accès à l'hygiène qui est quand même le minimum pour l'intégrité d'une personne. Donc je parle des personnes qui vivent à la rue là.
Et ces gens-là, on pourrait créer, bah voilà, c'est l'illustration de ton document. On pourrait, ça tombe bien. On pourrait, par exemple, et on va créer des bains publics, voilà, pour qu'ils puissent accéder donc à cette hygiène. Et en plus, en tant qu'éducateur, j'ai eu l'occasion de travailler avec des associations qui accompagnaient des personnes qui se retrouvaient à la rue. Et donc voilà, donc pour revenir juste aux propositions, voilà des exemples. Justement, puisqu'on parle de ces gens qui sont à la rue, il y a aussi, par exemple, la distribution par exemple de serviettes hygiéniques pour les femmes qui sont en situation de précarité et qui n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Voilà, on a tout un ensemble je vous incite à aller voir son programme. On a tout un ensemble de propositions qui vont dans ce sens, et surtout j'insiste sur le fait que donc d'une part vous pouvez aller voir le programme de Rémi Gaillard, mais surtout c'est tout le travail qu'on va mettre en place avec les associations, parce que là on parle de la précarité, mais des inégalités il y en a beaucoup. D'ailleurs pour les personnes handicapées il y a beaucoup d'inégalités aussi avec les personnes valides, notamment en termes d'accessibilité, on en parlait, je pense qu'on va revenir dessus. Il y a beaucoup d'attentes dans beaucoup de choses et voilà. Très peu de dates. Exactement, alors on va arrêter le pipeau et nous on va essayer de poser l'instrument et de faire en sorte, et donc à travers le travail, la collaboration qu'on aura avec les associations, parce qu'on sait que eux ce sont les acteurs du terrain et c'est eux qui pourront faire un diagnostic fiable et qui nous permettra ensuite de mener des actions en suivant leurs recommandations. Voilà, parce qu'on n'est pas des experts, on laisse le soin à ceux qui sont vraiment experts, donc aux experts de terrain, à savoir donc les associations. Voilà, si j'ai répondu à cette question. Il y a trop de bruit en ville, comment faire pour le diminuer? Bah ça c'est un problème on est vraiment au cœur d'un problème par exemple du quotidien, le bruit en ville. Il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. Avec les travaux. Ah oui, avec les travaux effectivement. Avec les voitures. Les voitures par exemple, on peut se dire que nous on a une... Alors moi j'habite dans un appartement, quand j'ouvre ma fenêtre, j'entends les voitures systématiquement et c'est vrai que c'est chiant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre cette pollution sonore? C'est développer les autres modes de transport et inciter les gens à prendre d'autres moyens de locomotion que la voiture. Et par exemple pour ça, nous on propose la gratuité des transports, donc notamment pour le tramway. On propose aussi de réaliser un téléphérique. Donc, aussi, on a envie de faire de Montpellier ce qu'on appelle une vélopole, ce qu'on appellerait nous une vélopole, c'est-à-dire, on va inciter les gens à prendre le vélo. Et en leur proposant, on va faire sponsoriser 200 000 vélos par une grande marque. Et donc on va pouvoir avoir un parc de 200 000 vélos dans la ville. En plus c'est un projet, donc tout ce que je viens de citer en termes de transport, qui ne coûtera rien aux contribuables. Et donc tous ces moyens de locomotion, justement, pour cette question, qui a du sens, je trouve, tous ces moyens de transport qu'on va favoriser empêcheront, en tout cas, fera qu'il y aura un peu moins de bruit de voiture, tout simplement parce que les gens ils prendront peut-être un petit peu moins leur véhicule, et c'est le but aussi de notre politique. Et évidemment, si on a cette politique de transport, c'est pas uniquement pour baisser le bruit des voitures, mais c'est aussi évidemment pour l'écologie, pour la santé, pour un bien-être des habitants de la ville. Pourquoi faire un téléphérique à Montpellier? Alors, le téléphérique, parce qu'il y a un engorgement dans les transports. Et donc, il faut réfléchir à comment on peut faire déplacer les gens autrement que par leur véhicule. Il y a déjà des lignes de tramway. Et le tramway, on va faire en sorte de le rendre gratuit. Mais le projet du téléphérique, en fait, au mieux de construire une nouvelle ligne de tramway, il faut savoir qu'un téléphérique, ça doit coûter à peu près 5 fois moins cher dans sa construction. Donc, et c'est écologique. Et donc, on va privilégier ce mode de transport, tout simplement parce que, d'une part, ça peut être agréable, pourquoi pas, de se balader en téléphérique, il faut imaginer le truc, mais c'est surtout que, voilà, ça coûte moins cher de réalisation, et puis c'est écologique. Voilà, tout simplement. Et juste comme ça, tout à l'heure avec mon collègue, vous avez parlé de transport et de
la gratuité de transport. Ouais. Mais du coup, l'argent de transport, où mieux vous va se mettre? Alors, pour pouvoir rendre le tramway gratuit, par exemple. Un tramway gratuit. Ouais, bah pour pouvoir le rendre gratuit, en fait, on va faire appel à des entreprises privées. C'est notre idée. De la même manière pour les vélos. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on allait mettre 200 000... voilà, on va avoir un parc de 200 000 vélos sponsorisés par des grandes marques. Ce qui fait que ça va... et donc, évidemment, ces grandes marques, elles vont, y gagner en y mettant leur publicité. C'est comme ça qu'elles pourront s'y retrouver. En tout cas, c'est comme ça qu'on financera, qu'on va financer les transports. Et bah, c'est une solution auquel on croit. On pense que c'est toujours pareil. Avec l'ambition de Montpellier, on veut être les numéros. Franchement, on est vraiment ambitieux. On a envie de mettre Montpellier à la pointe. Comment dire, en matière d'environnement. Et pour se donner les moyens, il faut inciter les gens à prendre les transports en commun. La gratuité, c'est un argument massu pour que les gens les utilisent. Et malgré ce qu'on peut entendre, ça marche ailleurs. La gratuité marche. Il faut savoir aussi que au-delà de ça... Il y a quand même beaucoup de transports à Montpellier qui est payant. Et oui. Du coup, l'argent après va aller où? Il faut l'argent, c'est aussi du coup que récupèrent les transports, c'est aussi donc pour payer les salariés qui travaillent dans les transports, les chauffeurs, etc. Et puis l'entretien aussi, parce que ça coûte cher d'entretenir ces infrastructures qui permettent le tramway. Ça doit être énorme le budget alloué à tout ça. Donc nous, on va faire sponsoriser ça par des entreprises privées. Voilà. Comment faire pour les gens de trier leurs déchets, hein? Alors, il faut mener une politique effectivement très, comment dire, alors je vais reprendre. Ouais. Alors, pour les déchets, déjà il faut savoir qu'on aimerait et qu'on va créer des cendriers, alors je me rappelle plus le terme, je crois que c'est cendrier mobile. Enfin, en tout cas, l'idée c'est de mettre à disposition beaucoup plus de cendriers dans les espaces publics. Oui. On aimerait aussi mettre des collectes de canettes. Ah, d'accord. Et aussi, par exemple, ramasser tout ce qui est chewing-gum, pour pouvoir ensuite les recycler, parce qu'on parce qu'on a des associations qui, sur tous ces éléments, peuvent recycler. Comment sensibiliser à la question de l'environnement? C'est faire prendre conscience à tout le monde que on a une seule planète et que pour les générations futures et même pour nous-mêmes, il nous faut prendre en compte que voilà, on est inscrits tous dans une biodiversité et qu'il faut respecter parce que c'est vital pour tout le monde. Donc comment sensibiliser les gens à ce niveau-là? Par exemple, nous ce qu'on propose dans notre campagne, c'est par exemple de sensibiliser dès l'enfance, c'est-à-dire dans les écoles, en mettant en place des partenariats avec des associations qui vont intervenir pour sensibiliser les enfants à la protection, par exemple, à la protection animale. On pourrait même, et c'est notre proposition, mettre des poulaillers dans les écoles, voilà. D'ailleurs, qui au passage recyclerait les déchets organiques. Une poule, ça mange 150 kg de déchets organiques. J'ai appris ça par cœur. Et non, mais c'est juste pour dire que voilà, on peut mettre. Il y a de tout. Mais voilà, exactement. Et puis, quelque part, mettre des animaux proches des enfants, c'est tout de suite les sensibiliser très tôt à la nature. Alors bien sûr, on ne peut pas se limiter à ça. Il faut savoir que sensibiliser à l'environnement, ça peut se faire à travers énormément de domaines. Et nous, on aimerait justement que Montpellier devienne une référence en matière d'environnement. On a beaucoup d'actions, beaucoup de propositions qui vont dans ce sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toucher les enfants dès le plus jeune âge et
leur parler d'environnement, ça semble important puisque c'est eux qui plus tard auront acquis de suite une préoccupation que nous, on n'avait peut-être pas dans nos générations. En tout cas, c'est en train de venir, mais voilà, il faut sensibiliser dès l'enfance, donc à travers l'action que je viens de vous donner. Mais il y en a d'autres, et je vous invite encore une fois à regarder le programme de Rémi Gaillard. Voilà. Aussi, pour sensibiliser, peut-être aussi, je pensais aussi à l'idée, on aimerait mettre des plantes partout où on pourra, des plantes endémiques de la région, donc des plantes qui sont de notre région et qui demandent peu d'entretien. Et en fait, on va en disposer partout dans la ville. En fait, on aura un cadre de vie agréable. Et quelque part, je pense que ça peut aussi vivre dans le cadre d'une ville qui est agréable à vivre. Ça peut sensibiliser aussi justement à l'environnement. Bien sûr, ces histoires cette proposition n'a pas que pour but de rendre la ville jolie. C'est aussi un moyen pour les insectes, où on sait que les insectes sont en déclin actuellement. On sait que ça serait la possibilité, une possibilité augmentée pour la pollinisation des plantes. Et donc, bon, là, je dévie un peu de sujet, mais en tout cas, voilà, pour sensibiliser à l'environnement, il faut être ambitieux et apporter des propositions dans ce sens-là. Et encore une fois, je vous invite, parce qu'il y en a énormément sur notre programme, la partie environnementale est assez grande, et je vous invite donc à regarder tout ce qu'on propose dans la matière. Pourquoi les salaires de travail du SAT n'augmentent pas? Alors, si ça n'augmente pas, alors les salaires dans les ESAT, donc les ESAT, c'est donc un endroit pour que les personnes en situation de handicap travaillent en fait. Donc ce sont des travailleurs qui sont accompagnés par des éducateurs, mais en tout cas voilà, ce sont des salariés. Effectivement, s'ils n'ont pas d'augmentation de salaire, j'ai envie de dire que c'est le problème commun à beaucoup de Français, et pas seulement à eux. Mais pour ce qui les concerne, et ce n'est pas du pouvoir de la mairie. Il faut aller taper à la porte de Macron pour votre prochaine interview et lui poser la question, ou éventuellement de son valet qui se présente à la mairie de Montpellier. En fait, je crois savoir que dans les ESAT, les personnes qui y travaillent n'ont pas de représentation syndicale. Et donc déjà, effectivement, là où on peut aider ces personnes-là pour revendiquer un salaire, on pourrait par exemple aussi leur présenter Monsieur Fong, qui est sur notre liste, qui est un très grand avocat de Montpellier et qui a un grand cœur et qui s'engage sur beaucoup de combat, j'ai envie de dire, et il serait, je pense, sensible à cette revendication, et je pense qu'il aurait un grand plaisir à travailler éventuellement avec vous pour faire valoir les droits à ce niveau-là. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que la mairie, là où on peut jouer un rôle déterminant, c'est mettre la pression sur les pouvoirs publics qui sont au-dessus des compétences de la mairie, donc les ministères du Travail et les ministères de la Santé, pour faire valoir vos droits. Et c'est en mettant une pression à travers donc la mairie et des associations qu'on peut inciter à faire changer les choses au niveau politique plus haut. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que sur des questions comme celle-ci, alors on ne pourra pas toujours faire systématiquement ça, mais il faut savoir que Rémi Gaillard a un rayonnement, c'est-à-dire médiatique, et sur ce genre de cause, on peut tout à fait aussi imaginer qu'il puisse prendre parti, comme il l'a fait par exemple, sur un exemple qui n'a absolument rien à voir, mais il faut savoir que c'est aussi un homme avec un grand cœur et qui a des convictions. Il s'est quand même enfermé 4 jours dans une SPA pour montrer les conditions de ces animaux qui vivent en cage, et pour revendiquer le fait de venir adopter ces animaux. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que Rémi Gaillard a un rayonnement, et sachez que si on peut mettre la pression sur un sujet ou un autre, grâce à lui, grâce aussi évidemment, et pas seulement à lui, mais en tout cas je sais que, et c'est ça qui est génial, c'est que contrairement aux autres candidats, et c'est pas du tout pour mettre les gens en opposition, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui bénéficie d'un rayonnement médiatique. Et toutes ces questions-là que tu évoques, on peut mettre la pression sur des autorités plus grandes parce qu'on aura un regard sur nous différent qu'ailleurs. Et c'est
Ouais, c'est important, ça. C'est toute la différence. D'ailleurs, c'est une grosse différence qu'on peut avoir avec les autres candidats. Même si, bien sûr, on ne se limitera pas à jouer sur l'image de Rémi Gaillard, comme je vous dis. Les associations peuvent mettre la pression sur les pouvoirs publics, et surtout, si nous, la mairie, on appuie ces associations, si Monsieur Fung se mêle de cette question, par exemple, je pense qu'on peut aider, donc les personnes à revendiquer et surtout à obtenir une revalorisation de vos salaires. Mais encore une fois, cette revalorisation du salaire ne concerne pas que les personnes en situation de handicap. Ça concerne, je pense, j'ai l'impression, beaucoup de salariés en France. Et en tout cas, on a tous donc à peu près ce même combat. Voilà. Quand je suis en ville, j'ai peur. Que faire pour lutter contre l'insécurité? L'insécurité, on y a beaucoup réfléchi parce que c'est un problème où les gens sont sensibles à ça. Et effectivement, nous, ce qu'on aimerait, c'est créer une police de proximité. Un peu à l'image de, je ne sais pas si tu as connu, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des îlotiers. Et en fait, donc c'est des personnes donc avec la casquette d'agent, j'allais dire de flic, de policier, et qui allait au contact des gens directement, mais pas toujours pour mettre des amendes ou verbaliser les gens. C'était donc la volonté, la philosophie des îlotiers, c'était de se rapprocher de la population pour, de manière préventive et simplement instaurer un lien de confiance avec les gens. Donc nous, on veut créer une police de proximité qui soit visible 24 heures sur 24 dans tous les quartiers. On sait que c'est un problème dont il faut s'occuper et dont voilà, il faut y aller. Il faut donc créer ce genre d'unité, des unités spécialisées avec une philosophie donc de contact des gens. Et encore une fois, on a la chance d'avoir Rémi Gaillard qui est là, et tous les regards se porteront sur notre ville s'il est élu. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ce mec-là, s'il est élu, avec ses colistiers bien sûr, si ce mec-là est élu, on aura un retentissement partout, parce que c'est pas un homme politique, etc. à la base, bien sûr. Et donc, on va attirer des sponsors. Et je peux vous dire une chose, c'est que un investisseur préférera investir de l'argent où on le verra partout présent dans Montpellier, dans la publicité donc, parce que cet investisseur s'y retrouvera en mettant sa publicité, ça lui coûtera bien moins cher que de mettre des spots de publicité à TF1. Parce que quand tout le monde, j'allais dire le monde entier, mais c'est un peu vrai, parce que Rémi Gaillard a une rayonnance qui dépasse les frontières. Et si ce mec-là est élu, la ville de Montpellier va devenir vraiment très attractive. Et aussi parce que notre programme est ambitieux. On va mettre Montpellier en numéro 1 de l'environnement. Voilà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, on va faire venir. Et donc, forcément, cette élection permettra, donc, comme je dis, je vais éviter de me répéter, mais ça va apporter un regard extérieur, et surtout des entreprises privées qui auront à cœur d'investir sur notre ville, parce que c'est une très bonne publicité pour eux, parce que Rémi Gaillard, parce que programme ambitieux, et parce que ça coûtera certainement moins cher pour eux que d'investir dans des publicités à la télévision, etc., ou dans les journaux. Ou de toute façon, ça reviendra au plus ou moins au même, parce qu'on aura de la visibilité. Et pour lui, j'ai continué encore faire le projet, faire un film, dans les sites internet, des vidéos, et continuer peut-être. Rémi Gaillard, honnêtement, j'en sais rien, et là, il faudra lui poser la question à lui. Je pense qu'il s'est engagé vraiment avec ses convictions dans un parcours là qui est donc politique, mais il n'est pas impossible que Rémi revienne à son humour qu'il a toujours pratiqué. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il faudra lui poser la question à lui, mais en tout cas, je pense qu'on le reverra très prochainement. Sous quelle forme, je ne sais pas encore exactement. Et pour transmettre aussi à Rémi Gaillard, un petit coucou à la caméra et pour vos amis.
Eh ben voilà, je fais un petit coucou et on embrasse tout le monde et notamment les citoyens de Montpellier et que j'invite vraiment à aller voir le programme parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Rémi. C'est vrai qu'il a eu une carrière d'humoriste, donc il a été considéré entre guillemets comme un clown et en même temps il a bien sûr utilisé cette image de clown. Mais sachez que le programme politique qui a été élaboré avec lui et ses colistiers, c'est un programme vraiment ambitieux qui parle de différents domaines. Et je crois que là maintenant, bien sûr qu'on gardera l'image du clown parce que c'est l'image qu'on a voulu véhiculer, mais je pense que le programme est un programme très très sérieux et donc j'encourage tout le monde à aller le voir, le lire, prendre son temps et voilà, et puis après chacun fera son choix. En tout cas, voilà. C'est remercier à vous aussi. Eh ben, merci beaucoup. Et remercier aussi à nous, à toute l'équipe, les caméramans aussi. Eh ben, et l'équipe. Je vous remercie beaucoup, à vous et toute l'équipe. Voilà. C'était très sympa de venir vous rencontrer. Après les candidats, nous allons voir un clip pour voter concrètement. Je vais voter dans une salle. Une bureau de vote. Le papier. Le nom de candidat. Et une enveloppe. On va dans les joies. Papa, regarde-moi. Alors, je me cache. Comme ça, tu vois. Je tourne la page. Je tourne le papier. Voilà. Je prends une enveloppe. Et je mets ce papier. Je vais mettre comme une pote. Je vais mettre là-dedans. Ça, je mets sur la part. Je prends ça. Une personne vérifie que tu es inscrit sur la liste électorale. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est ma carte. Oui. Quelqu'un dit à voter. Hop. Et Loul, il est ici. Loul. Hop. Entrez. Signe. La liste. Vous pouvez signer, monsieur. Qui c'est? C'est bien lui. Bon, ok. Vas-y, signe-le. Voilà. On attend le résultat du bout de main. Bon l'apéro. Parfois, en deuxième tour. Et on boit encore l'apéro. Merci à tous d'avoir participé pour les élections municipales. Et nous, on vous dit à la prochaine.